Chapitre 5. La conscience écologiste dans la tradition chinoise. À l'heure actuelle, le monde entier accorde de plus en plus d'attention aux problèmes liés à la protection de l'environnement. Devant une situation qui ne cesse de s'aggraver, de nouveaux courants écologistes, ethnologiques et philosophiques font leur apparition. Les chercheurs veulent attirer l'attention de tous sur ces problèmes et insistent sur le fait que la dégradation de l'environnement naturel par l'homme atteint déjà un stade où l'existence de l'humanité pourrait sérieusement être menacée. Leur théorie vise à transformer la conception de l'homme comme centre de l'univers telle qu'elle existe traditionnellement en Occident, afin d'établir un nouveau concept basé sur une vision d'ensemble de l'écologie dans laquelle tous les êtres de la planète formeraient une seule unité et seraient traités en parfaite égalité, les créatures autres que les humains ayant aussi le droit d'exister et de se développer. L'ethnologie et la philosophie écologiste ont une valeur universelle dans le monde d'aujourd'hui. Aussi loin que l'on remonte dans la tradition culturelle de la Chine, il est de constater qu'elle revêt, elle aussi, une forte conscience écologiste qui correspond aux aspirations actuelles. Une philosophie pour la vie. La philosophie traditionnelle chinoise est une philosophie de la vie. Le ciel, selon Confucius, est le créateur des 10 000 êtres. Il considère la vie comme la loi du ciel, le destin céleste. Le livre des mutations, remanié par Confucius, développe ses idées en affirmant « La naissance de la vie, voilà la mutation. La grande vertu du ciel et de la terre, c'est d'engendrer la vie. » Les confucéens ultérieurs ont hérité de cette pensée et insisté sur la bonté et sur la vertu d'humanité que l'homme reçoit du ciel. Engendrer la vie, c'est être bon. Avoir le sens de l'humain, le règne. Zhu Dunyi, de 1017 à 1073, de l'époque Tang, a dit ceci. Le ciel engendre les 10 000 vies par le yang et les nourrit par le yin. Engendrer la vie, c'est la bonté. Les nourrir, c'est la loyauté. Sheng He, de 1020 à 1077, à la même époque, dit aussi « La nature de la vie, c'est la bonté. » Et selon Zhu Xi, de 1130 à 1200, le sens de l'humain, c'est l'énergie vitale du ciel et de la terre. Les 10 000 créatures et moi sommes inséparables. Le sens de l'humain, le règne, dans le langage des Confucéens, n'est pas seulement l'amour pour ses proches ou pour les hommes en général. Il doit se propager et se répandre envers tous les êtres de l'univers, car les autres êtres appartiennent, comme les hommes, à ce même univers de vie. Mencius dit « Quand on aime ses proches, on sera bon pour le peuple. Quand on est bon pour le peuple, on sera bienveillant envers tous les êtres. » Selon Zhangzai, de 1021 à 1077, tous les peuples du monde sont mes frères, tous les êtres du monde sont mes compagnons. Et selon Sheng Hao, l'homme, le ciel et la terre forment une unité. L'homme vertueux traite toutes les créatures du monde comme ses égaux. De telles citations abondent dans les textes chinois. Zhang Benqiao, peintre célèbre de l'époque des Qin, exprima cette idée dans une lettre écrite à sa famille. Il dit en substance qu'aimer toutes les créatures du monde, y compris les fourmis et les insectes, c'était ce que voulait le cœur céleste et que l'homme devait considérer la volonté céleste comme sa propre volonté. Il désapprouvait l'élevage des oiseaux en cage. Pour notre seul plaisir, nous les tenons prisonniers. Pour quelle raison ? De quel droit pouvons-nous faire violence à la nature, d'autres êtres au nom de convenances personnelles ? Il dit aussi qu'on ne devait même pas tuer les loups, les hyènes, les tigres ou les léopards, même s'ils menaçaient la vie des hommes, qu'il valait mieux les chasser pour les faire fuir. Les autres êtres vivants sont les égaux de l'homme et celui-ci aurait tort de se considérer comme le maître du monde. Zhang Benqiao conseilla aussi aux vrais amateurs d'oiseaux de planter davantage d'arbres afin qu'ils puissent y faire leur nid, leur espace de vie. Le matin, lorsque les oiseaux chantent, ils expriment leur joie et apportent de la joie aux hommes. C'est une parfaite illustration de l'idée que toutes les créatures sont faites de par leur nature pour coexister. Chacun vit selon sa propre nature.
et l'homme, en tant qu'être parmi d'autres êtres, goûte leur joie de vivre et en découvre la beauté. La vie de l'univers, le plus beau spectacle qui soit. À la philosophie et à l'ethnologie écologiste, la culture chinoise traditionnelle ajoute des préoccupations d'ordre esthétique. Selon la pensée ancienne, la nature, et donc l'humanité, forment un univers dynamique. Tous les êtres possèdent leur propre vie et une vitalité qui offre le plus beau des spectacles. En l'admirant, l'homme s'assimile aux autres êtres et jouit ainsi d'une satisfaction spirituelle. La vie de toutes les créatures est le plus beau spectacle, dit Zheng Hao. Les philosophes du confucianisme, sous les Song, étaient tous admirateurs de ce genre de scène. Su Dunhuai dit particulièrement affectionner cette image. « L'herbe pousse jusqu'à ma fenêtre et je ne la coupe point. » On lui en demanda la raison et il répond « C'est exactement ce qui me convient. J'observe le spectacle des créatures du monde. » L'herbe qui poussait lui permettait de ressentir la vie de l'univers, celle que je partageais avec les autres êtres. Et ce sentiment lui procurait du plaisir. Zheng Hao élevait également dans sa maison des poissons rouges qui lui procuraient le plaisir d'observer les autres êtres. Il aimait aussi regarder les poussins, si vivants et si adorables, tout juste sortis de l'œuf. Pour exprimer la joie qui l'envahit, alors il composa un poème. Dans le silence observant vivre les créatures de l'univers, toutes à leur façon, comme les humains chacune à son rythme, avec ses propres goûts et ses propres plaisirs. En voyant la vitalité de toute chose et l'harmonie entre l'homme et la nature, il y puisait sa joie, la joie de l'homme de bien. La beauté de l'union de tous les êtres. Les œuvres littéraires et artistiques de la Chine ancienne traduisent cet amour universel et ses préoccupations écologistes. Les peintres classiques ont toujours mis l'accent sur la vitalité et la vivacité des créatures. Dong Ticharn, de 1555 à 1636, peintre des Ming, fait remarquer la longévité générale des peintres, due, d'après lui, à une observation constante des scènes de la vie. Dong Yo, de l'époque Song, prétend qu'un peintre doit reproduire la vie telle qu'elle se manifeste dans la nature. Wang Dongshi, de 1654 à 1710, de l'époque Xin, livre un secret pour peindre les poissons. Il faut saisir leurs mouvements pendant qu'ils nagent. J'envie le plaisir des poissons qui n'est guère différent de ceux que l'homme peut ressentir. Les peintres chinois ne prennent jamais comme modèle un poisson ou un oiseau mort. Les fleurs, les oiseaux, les insectes et les poissons qu'ils peignaient sont des êtres qui vivent et évoluent dans leur milieu. Cette conscience écologiste se traduit également dans les œuvres littéraires anciennes. Les poèmes des Tang et des Song expriment la beauté parfaite de l'harmonie entre les animaux, les végétaux et les humains. Dans les Chroniques de l'étrange, recueil de contes de Pu Songling, entre 1640 et 1715, les relations étroites entre l'homme et les autres êtres sont constamment mises en scène. La beauté et la poésie dans cette œuvre résultent de la beauté et la poésie de la fraternité entre les créatures. Dans les contes de Pu Songling, fleurs, herbes, arbres, oiseaux, insectes et poissons peuvent tous se transformer en une belle femme amoureuse d'un homme. Jade parfumée est une histoire qui raconte que deux jeunes filles, nommées Jade parfumée et Neige pourpre, sont en réalité le résultat de la métamorphose d'une pivoine et d'un chèvrefeuille. Le chèvrefeuille, grand d'une vingtaine de pieds, s'étalait sur une grande surface et la pivoine, dont la hauteur dépassait 10 pieds, donnait des fleurs splendides. Jade parfumée, la pivoine, tomba amoureuse de Huang, jeune lettré qui préparait le concours impérial dans un monastère. Neige pourpre, le chèvrefeuille donc, devint son ami. Tout se passait bien lorsqu'un malheur arriva. Un visiteur en adoration devant la pivoine l'arracha et l'emporta chez lui. La plante mourut. Huang, accablé de chagrin, composa 50 poèmes qu'il baptisa « Fleurs pour la pivoine » et qu'il récita tous les jours devant l'emplacement de la fleur disparue. Pendant ce temps, le mauvais sort guettait aussi Neige pourpre.
Le moine qui voulait agrandir son monastère pensait à couper le chèvrefeuille. Heureusement, Huang put l'en empêcher à temps. À l'endroit où la pivoine était morte, une nouvelle plante repoussa, et Huang rencontra en rêve Jade parfumée, qui le pria de lui donner un verre d'eau chaque jour. Huang exécuta ce vœu, avec ponctualité, et il vit grandir une nouvelle pivoine. L'année suivante, elle donna une grosse fleur. Au cœur de la fleur se trouvait une très belle femme en miniature. La belle sortit de la fleur et redevint Jade parfumée. Tous les trois vivaient désormais dans le bonheur jusqu'au jour où Huang tomba malade. Il dit au vieux moine : « Après ma mort, un bourgeon rouge viendra au pied de la pivoine blanche. Ce sera moi. » Au printemps suivant, un bourgeon poussa comme Huang l'avait prédit, mais il ne donna aucune fleur, malgré les soins incessants du moine prodigués pendant 3 ans. À la mort de ce dernier, son disciple coupa la plante. La pivoine blanche qui l'abritait mourut aussitôt, suivie de près par le chèvrefeuille. Le monde fantastique dans l'œuvre de Pong Xingling est un monde rempli d'amour pour la vie. Il est le témoignage de l'union et de la fraternité entre tous les habitants de la planète, qui contribuent tous à la beauté écologique mise en valeur aujourd'hui. La conscience écologiste dans la culture traditionnelle chinoise se révèle être aujourd'hui une valeur universelle, toute d'actualité. Le contenu de cet héritage, qui appartient autant à la nation chinoise qu'à l'humanité tout entière, est à la fois traditionnel et moderne et mérite toute notre attention.